On parle aujourd'hui dans le cercle RH d'un sujet. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, mais ce n'est pas un film d'horreur. Panic Hiring, ça pourrait être vraiment le titre d'un film. On en a parlé sur les marchés boursiers, c'est les tensions et les fluctuations du marché boursier. Mais là, elles basculent sur le marché du recrutement et de l'emploi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Les offres se font un peu maigrichonnes. Et donc, évidemment, tout le monde se bat pour embaucher, recruter les fameux talents. Je mets des guillemets, parce que je ne sais pas si ce sont tous des talents, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle. On en parle avec des experts de ce sujet, parce qu'ils ont la tête dans le guidon, évidemment, sur ces questions de recrutement. Alban Prieto, merci de revenir dans l'émission Smart Job, directrice de Robert Half, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la comptabilité, de l'assistanat, de la finance, du juridique, mais aussi de l'IT, car vous y tenez beaucoup. Absolument. Je vous vois sourire. Et puis chaque année, c'est un peu le guide, j'ai dit le bottin, ça ne vous a pas plu, mais c'est un peu le livre référence sur le guide des salaires qui permettent à ceux qui vont aller en recrutement de se dire, tiens, je vais aller sur le guide pour voir combien je négocie. Et je pense que c'est comme ça qu'on utilise l'outil. Exactement. Entre autres, effectivement. On essaie de savoir, en fonction de ses années de diplôme et d'expérience, à combien je peux négocier mon poste. Merci d'être là. Maxime Fèvre, bonjour Maxime, bonjour. Expert marketing RH. Un papier justement qui m'a permis d'être un peu plus intelligent sur le sujet dans Focus RH sur le panic hiring, c'est vous-même qui le comparez aux fluctuations du marché boursier. Et puis vous êtes chef de produit marketing au sein de Success Tools, qui est une entreprise spécialisée dans les outils d'évaluation, recrutement et accompagnement. Et enfin, Adrien Semama. Bonjour Adrien, bonjour. Responsable francetalent.com, plateforme internationale, on en parlera, de recherche d'emploi, donc spécialiste du marché du recrutement sur Internet. Donc vous êtes évidemment sous tension. Tout à fait. Car tout le monde est sous tension. Je vous donne la parole parce que votre article donne au moins le cadre pour ceux qui nous découvrent. Aujourd'hui, on découvre beaucoup de mots anglais. On a parlé du workaholisme, là on parle du panic hiring. Qu'est-ce que c'est exactement? Dites-nous tout en mots simples. En soi, le panic hiring, c'est un peu comme le recrutement dans l'urgence, sauf qu'il va avoir un facteur en plus, ça va être les émotions. Et en fait, on va recruter par crainte en fait, de ne pas réussir à trouver quelqu'un qui va pouvoir rejoindre l'entreprise. Au même titre qu'on peut investir maladroitement et trop vite, parce que le marché bouge et on fait un peu n'importe quoi. Exactement. Le lien est à faire avec le panic selling qu'on retrouve dans les marchés boursiers, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus se baser sur des faits, on va se baser sur nos émotions, on va vendre parce qu'on a peur justement de tout perdre. Et là, l'idée, c'est le panic hiring, c'est on va recruter parce qu'on a peur de... On va recruter la première personne, du moins, qui va venir... La première qui passe, quoi. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. C'est un peu celle qui semble le plus adéquate pour l'entreprise, mais sans forcément aller plus loin. Alors, Alban et Adrien, ils font un petit peu la levette, parce qu'ils vont nous dire qu'ils font ça très très bien au millimètre et que tout ça est préparé. Mais en tout cas, juste, et pour qu'on rentre dans un débat avec un diagnostic partagé, on est dans cette situation-là aujourd'hui, dans le contexte du marché du travail, ou pas? Ou on y va, ou est-ce qu'on est dedans, là? On est dans un marché qui est tendu. Il y a une pénurie de talents dans plusieurs secteurs. Après, le panic hiring, c'est plus un état d'esprit dans lequel certaines entreprises peuvent être, mais elles peuvent l'éviter aussi. On peut être dans l'urgence. Alors, on peut comparer ça au chirurgien. Un chirurgien qui va travailler dans l'urgence, ça choque personne. Un chirurgien qui va travailler en paniquant, c'est pas très rassurant. Non, je suis d'accord, mais ça s'appelle la chirurgie de guerre, ça s'appelle la chirurgie sur les théâtres d'opération, et il faut qu'il soit encore plus concentré que le chirurgien en temps de paix. Il faut vraiment qu'il soit totalement dans ce qu'il fait. On est dans une situation de panic hiring. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, j'ai des clients, moi en face, qui ont des exigences incroyables, j'ai pris leur liste de courses, et là vous dites, c'est terrible ce qui m'attend? Alors, on est dans une situation, effectivement, je rejoins complètement mon voisin, on est dans une situation de guerre des talents. Donc, c'est vrai que la notion de panique, en fait, on l'a vu au travers, par exemple, de la grande démission qu'on a beaucoup entendue aux États-Unis. Donc, c'est vrai que nous, on s'est questionné chez Robert Half pour savoir où est-ce qu'on en était. On parlerait plutôt de grand mercato aujourd'hui. Donc, vraiment, la notion, effectivement, des candidats qui sont de plus en plus sollicités, prêts à bouger. Un recruteur, un dirigeant sur deux dit quand même qu'il est prêt à recruter dans les prochains mois. Donc, oui, effectivement, on est dans une grosse fluidité. J'essaie de me mettre en situation réelle, au-delà de la philosophie générale. Vous êtes une entreprise de recrutement. Est-ce qu'il y a eu des cas de figure où la pression de votre client, c'est-à-dire de celui qui cherche très vite, vous a poussé, alors peut-être que vous n'allez pas faire votre critique sur un plateau de télé, mais vous a créé une situation de stress qui aurait pu vous amener à une forme de panic hiring. C'est-à-dire que vous êtes dit, il me donne 3 jours, on sait très bien que dans les 3 jours, je ne pourrais pas trouver, je vais devoir faire ce que je peux et donc me retrouver en situation un peu de panique.
Alors, je vais pas vous plaire, Arnaud, parce que... Mais si, vous me plaisez beaucoup. Au contraire. Non, je vais être obligée de vous dire que oui, mais non. Oui, mais non, bien oui, sûr. mais non, parce qu'en fait, on est habitué à cette notion d'urgence et depuis c'est votre boulot. des années, c'est notre travail, en fait, si vous voulez. Donc, on a aussi des solutions pour y remédier. Et quand on est dans l'intérim, dans le management de transition, dans l'intérim, c'est notre quotidien d'entendre « c'est pour hier », en fait. Donc, cette notion d'urgence, on la connaît et comme le disait mon voisin, on a effectivement des moyens d'y remédier, des moyens d'y pallier, en fait. Mais je pose la question à Adrien Semama, la même plateforme internationale, c'est le recrutement sur Internet. Tout à fait. La pression, vous l'avez ou pas? La pression... Est-ce que vous la sentez, la pression? Nous, on la boit, la pression, Arnaud. C'est une bonne réponse. Non, clairement, aujourd'hui, on sent la pression chez nos clients qui ne cessent d'investir plus pour essayer d'attirer les candidats par tous les moyens possibles, avec donner une image employeur plus positive, etc. On voit surtout qu'on est dans une situation où les offres d'emploi explosent et la demande ne suit pas forcément. Donc ça crée des tensions où le candidat est roi. Donc en fait, aujourd'hui, l'entreprise, elle se plie tout simplement aux exigences des candidats. Mais donc ça veut dire, vous n'êtes pas sous pression, ça veut dire en fait c'est l'entreprise en bout de chaîne ou c'est le recruteur qui prend la pression? C'est ça que je voulais savoir. Il y a une entreprise qui cherche, elle mandate un prestataire de recrutement et elle lui met toute la pression sur les épaules. Parce que c'est ça qui vous arrive en fait. Et elle vous dit, vous vous débrouillez, je vous paye pour le faire. Exactement. Et effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence et aujourd'hui des offres qui arrivent dans tous les sens. Quel secteur? On peut être précis, un peu plus précis peut-être? Aujourd'hui, au départ, on parlait de l'IT, on parlait de 2-3 secteurs. Aujourd'hui, ça touche tous les secteurs. Le service à la personne, l'hôtellerie-restauration, n'en parlons pas. Aujourd'hui, quel que soit le secteur, vous avez une pression, vous êtes obligé d'aller vite, de dégainer. Donc, je ne cherche pas à vous faire accoucher vos erreurs sur le plateau, mais quand on est obligé d'aller vite, parfois, on fait des erreurs. Passe à travers les mailles quelques erreurs, parce que vous dites à votre client, vous ne m'avez pas laissé le temps d'aller au bout du processus, vous le vouliez tout de suite. Non, c'est comme ça que ça se passe. C'est exactement ça. Et effectivement, sous pression, parfois, on peut faire des erreurs. Je parle de mes clients, puisque aujourd'hui, on a plus de 400 clients en France, donc forcément, il y en a qui font des erreurs avec des acteurs dans l'intérim qui sont sous pression par leurs clients, effectivement. Ouais, parce que les délais sont trop courts, parce que la pression est trop forte. Juste d'un mot collectivement, parce qu'après on parlera du coût des recrutements, parce qu'une erreur de recrutement, ça coûte cher, ça c'est ce que vous portez aussi, il ne faut pas se tromper, c'est pour ça que la pression est forte. Le mot talent, excusez-moi, parce que ça fait 2 ans que l'émission Smart Job existe, ça fait 2 ans qu'on parle de talent, tout le monde est talent, enfin je veux dire, c'est quoi? On fait une promesse, c'est une belle promesse, mais tout le monde n'est pas talent. Ah bah talent.com, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. C'est vous. Ok, très bien. Et on a payé cher d'ailleurs pour avoir ce nom de domaine. Pour avoir la marque de domaine. Parce que tout le monde s'arrache ce mot talent. Tout le monde parle de talent. C'est quoi? Parce que c'est un nouveau mot? On cherche des talents. C'est un nouveau mot. Après, talent, c'est pour tout le monde. Tout le monde est talent. Ça va dépendre en fait de l'entreprise dans laquelle la personne va travailler. Si la personne est adaptée à l'entreprise, ça va être un talent pour l'entreprise. Par contre, dans une autre entreprise, éventuellement, ça ne peut ne pas être un talent. Ça peut être une erreur de recrutement. Vous êtes d'accord avec ce mot? Vous le portez? Parce que tout le monde l'utilise. Parce que même quand on cherche, et de là, il n'y a aucun mépris à l'égard de ces métiers, mais des métiers peu qualifiés, on dit on cherche des talents. Et le mot talent renvoie plutôt à la technologie, à l'innovation, à un savoir-faire particulier, à une forme de rareté. Et en l'occurrence, les postes dont on parle, ce n'est pas des postes de rareté, bien au contraire. On en cherche plein. Et c'est un peu le même métier tout le temps. Alors, talent, sur la partie savoir-faire, je vous rejoins, mais à moitié, parce qu'aujourd'hui, vraiment, cette notion, elle est surtout identifiée sur le savoir-être, en fait. Généralement, quand on est mandaté et quand on est sollicité, on va chercher justement des soft skills. Donc, la manière dont la personne va pouvoir s'adapter, effectivement, à l'entreprise et le potentiel, en fait, de cette personne. Encore une fois, je ne veux pas vous challenger tout le temps, mais il faut avoir un peu de temps pour savoir qui est une personne en matière de soft skills. Autant les diplômes, c'est facile, l'algorithme les lit, les scanne. Autant les soft skills, objectivement, il faut un peu de temps. Ça, j'imagine que vous le dites dans la relation avec votre client. Bien sûr. Laissez-moi le temps. C'est un prérequis. Mais lui, il vous dit, j'ai pas le temps. Ah non, enfin, il peut nous le dire, effectivement, mais à ce moment-là, on est plus mandaté pour recruter. Si on veut recruter correctement, effectivement, c'est pas les 1 heure d'entretien, les prises de référence, etc., qui font que... oui, on est quand même obligé de faire mais c'est vrai que c'est amusant, on parle beaucoup des talents, et le talent pourrait être... on pourrait penser aux hard skills, justement, donc aux compétences plutôt techniques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, chez talent.com, et dans mon équipe plus particulièrement, moi, je ne recherche que du savoir-être et une ambiance d'entreprise, etc. Après, nous, on recherche beaucoup de commerciaux. Donc c'est vrai que les commerciales où tu l'es pas, après, est-ce que tu vas rentrer dans la dynamique d'équipe ?
Maxime, peut-être, ou vous trois, c'est quoi le délai moyen quand un client vous mandate, c'est-à-dire qu'il vous envoie un mail, il vous dit voilà, j'ai besoin très vite de... C'est quoi un délai, le délai moyen d'un recrutement? Parce que votre boîte, elle accompagne aussi avec des coachs, avec des... C'est quoi votre recrutement moyen? Le délai? Alors, de 0 à... 0 à... À hier, c'est 6 mois. ça. Non, mais pour être sérieux... Pour un CDI porte-à-porte, Ouais. c'est-à-dire vraiment entre le moment où on est mandaté Et le type moment rentre dans la boîte. Oui, et non. Où il a l'offre, D'accord. parce qu'il y a des préavis, etc. Où il a l'offre d'embauche, c'est à peu près 4 semaines. Ça, c'est du CDI. Là, c'est maintenant, en ce moment. Hein. Maintenant. D'accord. 4 semaines en moyenne. D'accord. Donc ça dépend des profils, etc. En intérim, ça peut être le jour pour le lendemain. Ça peut être le matin pour l'après-midi. Non, je parlais de postes CDD, CDI qui ne sont pas de l'intérim ou du remplacement. Oui, alors CDD, c'est un peu différent. On va dire CDI, prenez un mois. Un mois. 4 semaines. Hein. Et on a accéléré le délai ou pas? Ou c'est fixe depuis des années? Ah non, alors depuis des années, non. On tend à être effectivement plus agile sur ces sujets. Mais aujourd'hui, c'est un fer de lance, effectivement, de maintenir un tempo, en fait. Hein, et puis bon, je pense que les entreprises sont tellement sous pression qu'elles n'aiment pas forcément lâcher leur talent, entre guillemets. Donc, ils n'arrivent pas forcément... Enfin, ils font en sorte de les garder pour pouvoir aussi remplacer les personnes qui partent. Hein. Exactement. J'aimerais vous montrer ces chiffres parce que c'est des chiffres qui sont évidemment intéressants et qui vous impactent. Enfin, en tout cas, que vous regardez, c'est le coût d'un mauvais recrutement. 30 à 150 000 euros de perte pour l'entreprise en cas de recrutement raté. Bon, c'est pas une paille, évidemment par salarié. Et erreur de casting, 65% déclarent qu'une mauvaise embauche a un impact plus négatif aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Ouais. Juste expliquez-nous pourquoi d'ailleurs. Pourquoi c'est plus grave aujourd'hui qu'il y a 12 mois, C'est plus Maxime? difficile de remplacer au final la personne. C'est ça. En fait, aujourd'hui, les entreprises, même s'il y a une pénurie de talent, elles ne doivent pas simplifier leur processus de recrutement. Encore moins leur dire qu'il faut accélérer les choses. C'est se dire, en fait, il faut avoir un recrutement qui est structuré. Il faut suivre les mêmes... Quoi qu'il arrive, même si la pression est là. Quoi qu'il arrive, il faut justement... On a une pénurie de talent. On en a conscience. C'est déjà la première étape à avoir. Et ensuite, ça va être d'avoir un recrutement qui est structuré. Il faut savoir qu'il y a 5 fois plus de chances de rater un recrutement si le processus de recrutement n'est pas bien défini. Donc je disais sur votre article, ce qui est amusant, c'est que en fait, plus c'est compliqué, plus ça rassure. C'est ça. Non, mais c'est ce que dit votre papier. Exactement. Mais attendez, expliquez-moi. 61% des salariés considèrent qu'en fait, ils vont accepter plus facilement une offre s'ils ont jugé l'entretien difficile. Déjà parce que ça rassure, parce que ça veut dire qu'on allait un peu les challenger sur leur on est rentré dans les détails. C'est ça, on allait voir un petit peu ce qui se cache derrière la carapace. Et aussi parce qu'en fait, quand c'est trop facile... On s'est intéressé à eux, quoi. C'est ça, et quand c'est trop facile, on se dit, il y a peut-être anguille sous roche, pourquoi en fait personne d'autre veut travailler chez eux si c'est aussi... Ou quand tu n'as fait que 1 ou 2 entretiens, c'est pas assez. Ça, c'est intéressant, parce que vous dites qu'il y a un aspect psychologique. C'est-à-dire que si on est recruté trop vite, comme ça, sur un coin de table, on se dit, mais on me maltraite, on ne s'intéresse pas à moi, ce poste cache quelque chose. Alors que si on prend un temps un peu plus long, donc ça veut dire quand même, excusez-moi, que vous avez, vous, tous les deux en particulier, un bras de fer avec vos clients. Je pense que régulièrement au téléphone, vous avez quand même quelques explications de texte pour leur expliquer que ce ne sera pas possible. Est-ce que c'est ça votre métier aussi? Moi, mon métier, c'est quand même de mettre en relation les candidats avec les recruteurs. J'entends. Donc on leur envoie direct. Les candidats et après, j'ai envie de dire, le process ne tient qu'à eux. Donc c'est plutôt Alban, je pense, qui pourra répondre à ce type de questions. Il y a des explications de texte parfois avec vos clients? Alors effectivement, ça peut, parce que entre l'idée, l'image qu'ils se font effectivement d'abord du candidat idéal, le fameux mouton à 18 pattes, et puis il en avait 5 réalité, avant, il en a 18 maintenant. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant sur lequel je voulais rebondir aussi, c'est les entreprises et les chiffres que vous donniez. Les entreprises aujourd'hui qui estiment aussi que dans leurs erreurs, la deuxième ou la troisième erreur qu'ils peuvent faire le plus, c'est effectivement de ne pas avoir assez d'étapes de recrutement. Et ça, je veux leur dire quand même, attention, en fait, structurer le process complètement. Ça, c'est la réponse qu'il faut apporter. J'ai structuré le process, pour ceux qui nous regardent, c'est 5 étapes, 4 étapes, c'est quoi la structuration d'un process? Entre 3 et 5, en moyenne. Oui, parce qu'il y a des risques de processus trop longs qui, par ailleurs, abîment le candidat et le font partir. Exactement. Et apparemment, on est plus exigeant en France qu'au UK. Ça m'a surpris parce que j'aurais... En nombre d'étapes? Exactement. D'accord. Mais... Combien d'étapes chez vous? Je vous dis entre 3 et 5 en moyenne sur du CDI. Mais alors, par contre, ce qui est important de savoir, c'est que 2 étapes peuvent être faites en une. En une. Et ce qu'on met en place, notamment chez Robert Half, c'est le company in. On fait venir notre client
dans notre entreprise, dans nos locaux, on présente la shortlist de nos candidats, mais on va demander à ce qu'il y ait un RH et un opérationnel en même temps, ensemble. Ça nous fait 2 étapes. Ça permet au candidat de le rassurer et de se dire, OK, j'ai vu... C'est pas une nouvelle prise de rendez-vous, tout se fait en un. Exactement. Et d'avoir un dialogue entre l'opérationnel et les RH aussi. Exactement. De voir aussi et de voir ce qui a été dit en même temps, finalement, parce que parfois, on a une disparité de discours entre des RH, des opérationnels. Donc voilà, on time, on donne le tempo et on donne de la visibilité aux candidats. Tel jour, lundi, vous allez rencontrer le RH, l'opérationnel. Si vous passez, mercredi, vous savez que vous rencontrez le directeur général. Vendredi, potentiellement, vous avez une prise de décision. C'est ça qui est important. C'est ce que veulent les candidats aussi aujourd'hui. Le chiffre aux yeux, quand même, c'est quand même le chiffre que vous avez donné, là, entre 30 et 150 000 euros pour un mauvais recrutement. Enfin, il y a de quoi se mettre la pression. Oui. Honnêtement, moi, c'est vrai que je me dis, un montant comme ça, on le sait, de toute façon, temps de formation... intégration, etc. Un mauvais recrutement coûte très cher. Mais Adrien, d'ailleurs, vous-même, vous êtes confronté à ce problème, parce que vous nous parlez de talent.com, qui est votre entreprise dans le monde entier, en partie. Tout à fait. Mais vous aussi, vous êtes confronté, vous passez par des entreprises de recrutement, parce que souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors, le psychologue va pas bien dans sa tête, parfois. Je recrute la plupart des gens par réseau, et des gens que je connais. On est dans un marché qui est quand même assez... C'est intéressant de voir comment vous faites. Oui, effectivement. Et on n'utilise pas forcément de cabinet. Pas encore. Pas encore. Robert Alf est client, mais effectivement, aujourd'hui, on n'utilise pas de cabinet et on recrute par notre plateforme. Ça, c'est intéressant. Exactement. Et donc, votre processus, parce que vous devez l'avoir en tête, c'est quoi vos étapes? C'est à peu près équivalent à ce qu'évoquait Alban ou Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Très honnêtement et de manière très transparente, j'ai fait 2 entretiens, moi, avec les candidats. Ensuite, ça passe chez le VP Sales, puisque c'est toute la partie commerciale. Et ensuite, je fais un entretien avec l'ensemble de l'équipe, qui n'est pas, c'est plutôt informel, pour voir comment ça match avec tout le monde. Et ça, vous le repérez, vous, en tant que là vous observez? En fait, ce n'est malheureusement pas une science exacte, le recrutement. Mais donc vous vous êtes trompé parfois? Vous avez des moments où vous vous êtes dit, je me suis totalement fourvoyé parce que la lumière qui m'avait été envoyée ne correspond plus du tout à celle qu'il envoie dans l'équipe, quoi. Mais qui ne s'est pas trompé aujourd'hui dans le recrutement. C'est vrai, Mais je me suis déjà trompé, effectivement. Et je me tromperai encore. Mais par contre, sans passer par les cabinets. Exactement. Donc ça, c'est votre recrutement maison, quoi. Exactement. À l'artisanal. Exactement. Non, mais c'est intéressant. Aujourd'hui, l'inquiétude des entreprises, c'est quand même de se tromper. C'est de se dire, et j'entendais quand même Adrien qui nous disait... Aujourd'hui, le candidat est roi. Est-ce que vous le confirmez, ça? C'est-à-dire que cette espèce d'idée qu'aujourd'hui, là, ça va peut-être pas durer d'ailleurs, on fait ce qu'on veut. Dans certains secteurs, on se dit, moi, je me pointe dans une entreprise, je fixe mes règles, mon salaire, mon nombre de jours de télétravail, je suis le roi du pétrole. Ça peut être le cas dans le secteur de l'informatique, les développeurs. C'est vrai qu'on peut dire que le développeur est un peu roi aujourd'hui, parce qu'ils sont tellement demandés qu'ils peuvent un peu fixer un petit peu leurs règles. Mais de manière générale, ce que les candidats recherchent, c'est avant tout de se sentir bien au sein de l'entreprise, une culture d'entreprise qui va leur ressembler, du bien-être. Après, j'ai envie de dire que tout ce qui va être ticket restaurant, la salle de gym, etc., c'est du plus, mais c'est pas non plus ce qui va permettre de garder le candidat dans l'entreprise, et c'est pas ce qui va demander comme prérequis pour rejoindre l'entreprise. Nous, on les sent vraiment de plus en plus exigeants. Oui, parce que vous les voyez, vous avez leur diligence. Oui, et puis on a les remontées de nos clients quand même qui nous disent qu'aujourd'hui, ils sont obligés de s'adapter aux besoins. Oui, il faut leur donner un phénomène, sens. Il faut donner un sens au travail qu'ils vont faire. Est-ce que c'est de l'exigence ou c'est simplement en fait une évolution après ces 2 années de crise qui ont fait qu'en fait les mentalités ont un peu évolué, de se dire le télétravail, pourquoi pas? On a vu que dans certaines entreprises ça fonctionne. C'est quelque chose que j'ai envie de garder pour mon bien-être personnel et professionnel. Je ne sais pas si c'est encore pourquoi pas. Je crois que si tu ne proposes pas de télétravail aujourd'hui... Mais je crois que si la fiche de poste, si en tout cas l'annonce de candidature, il n'y a pas à minima possibilité de télétravail, je pense que vous perdez en ligne énormément de candidats. On a même des clients aujourd'hui qui mettent dans l'intitulé de poste télétravail. Pour attirer aussi les candidats. On a vraiment un problème d'attractivité des candidats, en fait. Juste un mot, parce qu'il y a les fameuses générations millennials, génération Z. Quand on parle à des chefs d'entreprise, ils vous disent, tu sais, moi, quand je recrute quelqu'un, notamment les jeunes, et peut-être vous allez le confirmer, je ne suis même pas sûr de le garder 6 mois. C'est-à-dire, je pense avoir fait le bon recrutement, mais au bout de 6 mois, ce jeune peut me dire, je pars télétravailler à l'autre bout du monde, je pars avec ma compagne faire le tour du monde. Enfin, il y a comme ça un rapport
au maintien d'un collaborateur, parce qu'il y a non seulement le recruter, vous l'évoquiez, mais il y a le garder dans l'entreprise. Ça, c'est un autre défi. Et ça, vous ne le garantissez pas, le cabinet. Vous ne pouvez pas garantir qu'il va rester. Non, on ne le garantit pas. En revanche, c'est vrai qu'on va questionner au maximum notre client ici pour voir ce qui est possible. Et c'est intéressant que vous parliez de la dimension, par exemple, internationale. On le voit, effectivement, marché ces mondial. générations qui adorent prendre leur sac à dos, partir faire le tour du monde, etc. Nous, on a pas mal de clients qui, aujourd'hui, sont en train de réfléchir à ça, effectivement, qui ont des bureaux ailleurs dans le monde, pour certaines grandes entreprises, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais qui aujourd'hui sont en train de réfléchir, télétravail, etc., possibilité d'aller 3 semaines, 6 semaines dans tel pays, puis dans tel autre, etc. Et ils travaillent autour de leur marque employeur et autour, effectivement, du fait de pouvoir garder, fidéliser, effectivement, les collaborateurs. Typiquement, c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup moins avant Covid. Il y a quand même de la créativité autour des entreprises aujourd'hui. Pourquoi je vous pose la question pour la boucler, parce que vous avez beaucoup travaillé chez Robert Half sur les erreurs de recrutement. Est-ce que vous avez mis depuis quelque temps, depuis cette sortie Covid, des nouvelles règles, des nouvelles méthodologies justement pour essayer au maximum d'éviter les erreurs? Est-ce que vous dites qu'il faut qu'on revoie nos process pour limiter la marge d'erreur? Écoutez, déjà, la marge d'erreur, dans tous les cas, on la garantit vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que sur la période d'essai, effectivement, si jamais ça ne fonctionnait pas, on repart pour notre client gratuitement, etc. Donc déjà, quel métier? Il y a quand même une sécurisation. Il y a quand même une sécurisation qui est forte. Et puis ensuite, effectivement, le fait de voir un maximum de candidats et d'être surtout en proactivité, c'est ce qu'on conseille et c'est ce qu'on martèle auprès de nos clients. C'est-à-dire aller au contact. Aller au contact, faire que la rencontre ait lieu, y compris quand le job n'est pas forcément encore ouvert. C'est presque de la chasse, c'est de la chasse inversée. Disons que c'est de l'approche directe, proactive. Pourquoi, Maxime, ce choix d'avoir évoqué ce sujet dans cet article qui, pour le coup, est commenté, a été lu et que je trouve très intéressant au demeurant? On entre dans une nouvelle ère ou on est en train d'en sortir? On rentre dans une nouvelle ère. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir la situation actuelle comme une opportunité. Déjà, une opportunité pour un petit peu rebalancer ce marché de l'offre et de la demande au niveau du travail. Une opportunité aussi pour les entreprises de vraiment prendre conscience ce qu'est le marketing RH, qui ne doivent pas simplement cultiver à partir du moment où ils ont un poste à pourvoir. Ils doivent le cultiver toute l'année, vendre les valeurs, vendre... ça les oblige vraiment à se transformer. Exactement, pas simplement le produit ou le service. Mais pas seulement envoyer tout à un cabinet, en fait. Exactement. Mais c'est très compliqué de trouver la balance, de vendre du rêve, mais tu vends du rêve. Après, si le candidat, quand il rentre, quand il intègre l'entreprise, mais il s'en va. Il s'en va. En fait. Mais bien sûr. Et puis même le candidat, il s'en rend compte. Je suis tout à fait d'accord, mais il s'en rend compte même avant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils googlisent, ils ont Glassdoor. Et ils voient la différence. Ils voient tout de suite la différence, voire même, on a des candidats, nous, qui vont aller chercher sur LinkedIn des salariés en direct pendant le process. Ils vont échanger. Pour commencer à échanger, exactement, et pour vérifier les indications. Mais d'ailleurs, nous, dans nos recrutements en interne, moi je conseille aux candidats, quand j'ai vraiment un coup de cœur et que je me dis c'est le bon candidat, d'aller questionner les salariés et je leur donne les coordonnées. C'est vous qui leur donnez ce conseil, d'avoir un contact direct, sans filtre, sans la com, sans... je leur dis, voilà ce que je t'ai raconté, et maintenant... va vérifier. Exactement. Pour en fait, ça légitimise, ça donne une légitimité à vos propos pour pas qu'il y ait l'impression que vous le vendiez du rêve. C'est un peu ça l'idée. Maxime, terminé, parce que je vous ai coupé la parole. Non, au final, c'est exactement comme quand on souhaite acheter un produit. Au final, si on veut acheter un produit, on va aller vérifier les avis clients. Voilà, c'est la même chose. On veut rejoindre... C'est un peu angoissant ce que vous nous dites. On est devenu en fait des pots de conserve sur des étagères et on veut voir un peu l'intérieur du pot, quoi. Alors le Nutri-Score de Jean-Claude. C'est exactement ça. Alors j'aime justement la comparaison parce qu'au final c'est exactement ça. Dans les années 2000, on aimait, on mangeait les produits industriels, on s'en fichait un petit peu de ce qu'il y avait à l'intérieur. Tranquille. Si c'est bon, tant pis. Et les produits les plus vendus, vous avez vu, c'est Erta, Coca, et donc on est encore un petit peu dans les produits industriels. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, on cherche à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et maintenant, c'est la même chose pour les entreprises. Avant, on voyait simplement l'offre, on voyait ce qu'elles vendaient. Maintenant, on veut savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et comment vivent les humains à l'intérieur. C'est ça. C'est ça, d'où les tensions éventuelles possibles sur le marché. Un tout dernier mot, parce que ça se termine, de ce débat passionnant. Adrien ou Alban, je ne sais pas, comme vous voulez. Alban, je t'en prie. Voilà, écoutez, quelle élégance. Merci beaucoup, Adrien. Simplement, oui, effectivement, sur la dernière métaphore qu'on a utilisée, typiquement l'univers financier et comptable, il y a quelques années, on s'arrêtait exclusivement à la compétence technique. On cherchait quelqu'un qui maîtrisait la compta, la finance. Et aujourd'hui, on va chercher un chef d'orchestre qui est capable d'être agile et de fonctionner avec toutes les directions, etc. Soft skills aussi.
On en revient aux soft skills, même chez les comptables. Exactement. La manière dont vous mariez aussi quelqu'un dans une équipe, on travaille beaucoup la main dans la main, et puis aussi, il faut le dire, au contact client, avec des chefs d'entreprise qui vous harcèlent tous les quarts d'heure. Donc il faut aussi avoir une certaine souplesse pour pouvoir Et répondre. on recherche beaucoup d'autonomie aussi chez les candidats. Voilà, d'initiative et d'autonomie. Exactement. Totalement. C'était un plaisir de découvrir et de comprendre ce qu'était le panic hiring à travers, lisez-le, l'article de Focus RH de Maxime Fèvre, expert marketing RH chez Success Tools. Merci d'être venu, merci Alban Prieto, avec chez Robert Half des documents, des dossiers qui vous éclairent justement sur les erreurs à ne pas commettre en termes de recrutement. C'est très très précis. Directrice Robert Half, cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la comptabilité, entre autres, et de l'IT. Évidemment, ne n'oublions pas. Et puis Adrien Semama, talent.com. Combien de pays là aujourd'hui ? 77. 77 pays. Combien de collaborateurs au total, on ne l'a pas dit ? 450 et on devrait être 800 à la fin de l'année. 800, mais dites donc, vous allez faire beaucoup d'entretiens individuels. Hein. Exactement. Vous avez passé votre vie en entretien là. Merci Adrien Semama d'être venu nous rendre visite. Merci à vous trois. On termine justement sur un sujet autour des seniors dans Fenêtre sur l'emploi, avec un salon des seniors. Là aussi, il y a une très forte tension. Ce sont des personnes, femmes et hommes, qui cherchent un emploi d'ailleurs.